Pierre Collomb, bonjour. Vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier à l'Université Paris Diderot, service d'odontologie Garancière Rothschild et au laboratoire des multimatériaux et interfaces UMR CNRS 5615. Et vous allez nous parler aujourd'hui d'érosion dentaire. Alors, première question, le diagnostic de l'érosion dentaire est-il fréquent dans votre pratique quotidienne et quel type de patients rencontrez-vous souffrant d'érosion ? Alors tout d'abord, bonjour. Alors effectivement, les cas d'érosion sont plus que fréquents dans ma pratique puisque environ 80 à 90% des patients que je reçois ici viennent pour ce motif, soit parce qu'il a déjà été détecté par d'autres confrères qui me demandent une prise en charge de ces patients, soit tout simplement parce que ce sont des patients qui sont adressés dans le cadre d'une visite de contrôle, parce qu'ils présentent par ailleurs des facteurs de risque, notamment liés à des troubles du comportement alimentaire. Et dans ce cas de figure, ils sont adressés par des médecins, en particulier des médecins psychiatres ou nutritionnistes. Donc, effectivement, vous êtes dans un PHRC pour la prise en charge de l'anorexie mentale. Alors, quelle problématique particulière pour cette cible et quelles solutions ? Alors c'est une problématique à deux niveaux. D'une part, et par ordre chronologique, pour les patients les plus jeunes, il est important de mettre en place des mesures de prophylaxie pour éviter justement les dégâts dentaires qui ne manquent pas d'arriver dans ces cas de situation d'anorexie restrictive ou d'anorexie boulimie. La différence étant que dans l'anorexie restrictive, on a des patients qui se privent d'aliments, qui donc perdent beaucoup de poids, avec des carences en sels minéraux, également des altérations de la formule sanguine, qui font que les moyens de défense locaux sont diminués, et en même temps une alimentation, si faible qu'elle soit, qui est en général orientée vers des aliments acides, des vinaigrettes, des citrons, par exemple, pour assaisonner des crudités, etc. Dans le cadre de l'anorexie-boulimie, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il faut associer à des phases de privation alimentaire, des phases au contraire où l'alimentation est absorbée en grande quantité, et qui est suivie de vomissements, sachant que ces vomissements peuvent être plusieurs fois par semaine, ou ils peuvent même être, pour certaines de ces patientes, puisque c'est plus le sexe féminin qui est atteint, de 10 à 15 vomissements par jour dans les cas extrêmes. Et dans ces cas de figure, bien entendu, c'est de l'acide chlorhydrique qui vient directement au contact des surfaces dentaires et qui va engendrer une dissolution acide de l'émail dentaire puis de la dentine. Plus généralement, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la prévalence de l'érosion dentaire chez les Français ? Est-elle suffisamment diagnostiquée selon vous ? Alors, on a assez peu de chiffres, et en particulier en France, sur la prévalence de l'érosion dentaire. Par contre, on sait par un certain nombre d'études épidémiologiques réalisées en particulier aux États-Unis et en Islande, que cette prévalence est en constante augmentation dans tous les pays industrialisés. Alors là, il ne s'agit pas nécessairement de ce que l'on peut regrouper en termes de troubles du comportement alimentaire, c'est simplement une évolution de la consommation de boissons acides, en particulier des sodas chez des jeunes, et ces études épidémiologiques mettent en évidence effectivement chez des adolescents déjà une importance croissante de lésions érosives débutantes qui peuvent évidemment poser un problème dans la mesure où sans modification de ces habitudes alimentaires, ces lésions ne feront que se développer. Donc ça, c'est pour ce qui concerne directement la plus grande partie de la population, notamment donc dans les tranches d'âge 12 à 25 ans. Et au-delà, les prévalences liées à l'érosion, par exemple, dans le cadre de l'anorexie mentale ou des troubles du comportement alimentaire, elle n'augmente pas nécessairement. Par contre, elle est mieux détectée car la prise en charge de ces patients se fait d'une façon quand même plus complète qu'auparavant. Mais on sait encore aujourd'hui qu'une patiente anorexique sur deux n'est pas suivie sur le plan médical. Comment évolue cette nouvelle pathologie ?
Alors, au niveau de cette pathologie, d'une part, elle évolue dans le sens où on en détecte davantage, puisque les praticiens sont davantage concernés par le diagnostic précoce et qui sont davantage confrontés à ce type de lésion. Maintenant, ce qui est difficile à aborder dans cette pathologie, c'est qu'on parle d'ailleurs plus généralement de lésions d'usure, car, par exemple, simplement des patients qui consomment un jus de pamplemousse tous les matins vont être exposés à de l'érosion, donc de l'attaque acide, mais très souvent vont exercer dans le même temps un brossage traumatique avec une brosse à dents trop dure ou simplement un brossage inadapté, et donc on va avoir une combinaison d'abrasion et d'érosion. Et toute cette combinaison de différentes sources d'usure dentaire, et là je prends le terme au sens le plus large, eh bien, vient souvent compléter le tableau clinique des érosions qui, elles, au départ, rappelons-le, ne sont qu'une attaque acide, donc par dissolution acide, mais bien évidemment, sur un tissu minéralisé en phase de déminéralisation en surface, si on exerce une action mécanique, eh bien, ce tissu va se dégrader beaucoup plus rapidement que si au contraire on le laisse indemne de toute sollicitation mécanique. Donc en fait, on a des associations qui sont parfois difficiles à cerner, d'autant que dans certains cas, et en particulier des études ont montré que simplement l'acidité liée par exemple à des phénomènes de reflux gastro-œsophagien ou d'acidité en bouche sont susceptibles de développer par réaction des phénomènes de bruxisme. Et donc on peut avoir dans ces cas de figure une association de troubles du comportement alimentaire, de reflux gastro-œsophagien, d'abrasion, d'érosion et de bruxisme. Et là on a des lésions beaucoup plus complexes qui sont encore aujourd'hui difficiles à bien identifier, en particulier sur le plan éthiopathogénique, c'est-à-dire de véritablement cerner l'ordre dans lequel tous ces facteurs vont agir, le facteur prépondérant et comment ils se combinent tous ensemble pour aboutir aux lésions parfois très étendues que l'on peut constater. Comment expliquer ce phénomène à vos patients ? Alors c'est une très bonne question dans la mesure où il y a deux cas de figure complètement distincts. Le premier cas de figure, ce sont des patients qui consultent sachant qu'ils ont des lésions par érosion et qu'aujourd'hui l'information par Internet circule relativement bien et ils viennent davantage très inquiets par leur état dentaire dont ils savent pertinemment qu'il s'agit d'une conséquence de troubles du comportement alimentaire qu'ils connaissent très bien. J'ai dans ma patientèle par exemple des patientes ou des patients d'ailleurs, parce que ça existe aussi là chez les hommes, qui consomment plus de 3 litres de soda par jour. Et bien entendu, avec un soda acide, on va avoir des érosions purement d'origine alimentaire. C'est le cas également des patients anorexiques qui savent très bien qu'en relation avec les vomissements, on va avoir des phénomènes d'attaque des tissus dentaires. Et là, en fait, on est plus positionné dans un rôle où on doit rassurer et expliquer les mécanismes et donner quelques conseils pour limiter effectivement les conséquences que véritablement dialoguer avec ces patients pour les informer. A l'inverse, on voit d'autres patients qui constatent des lésions sur leurs dents sans identifier leur origine. Et dans ces cas de figure, souvent, ils ont déjà vu d'autres praticiens et le diagnostic n'a pas été forcément parfaitement posé. Donc là, il s'agit à travers un petit peu une enquête alimentaire, un questionnaire, un échange d'informations avec le patient, de cerner les facteurs étiologiques. Et là, bien souvent, ils sont même très surpris, effectivement, de constater qu'ils ont une alimentation très orientée vers les acides qui explique des lésions qui sont érosives. Et ils sont dans ce cas de figure quand même à la fois inquiets par les dégâts constatés et rassurés d'avoir enfin un diagnostic bien posé. Pensez-vous que les praticiens soient bien formés pour prendre en charge ces patients ? Les formations évoluent durant ces dernières années et il est certain que moi-même, lorsque j'étais étudiant, je n'avais strictement aucune formation sur ce sujet. Lorsque l'on avait des lésions cervicales dont la cause était mal connue, on utilisait le terme de mylolyse qui regroupait en fait des lésions dont on avait assez peu d'explications quant à leur étiologie.
Aujourd'hui, les choses ont considérablement changé. Ce n'est pas le cas seulement en France, c'est dans tous les pays développés, par rapport justement à cette demande croissante de prise en charge de lésions érosives. Et dans toutes les facultés dentaires françaises, il y a un enseignement sur les lésions d'usure érosives et abrasives qui regroupe un nombre d'heures certainement encore aujourd'hui insuffisant, mais qui prend quand même maintenant toute sa place dans l'enseignement. Bien entendu, cela concerne davantage les praticiens jeunes diplômés que les praticiens plus âgés comme moi par exemple, qui n'ont pas eu cette formation et qui n'ont que la formation continue pour combler ces manques d'information. Pour revenir sur les patients, existe-t-il des solutions pour prévenir ces problèmes d'érosion, voire les traiter ? Alors là, ce sont deux choses totalement différentes. La prévention signifierait simplement d'enseigner des règles d'hygiène alimentaire, une bonne méthode de brossage et, si possible, de supprimer les pathologies telles que les phénomènes d'anorexie que l'on a évoqués. Bien entendu, c'est un peu facile car on arrive rarement à empêcher une anorexie uniquement en motivant le patient par rapport à la préservation de ses dents. Par contre, il est possible effectivement de prendre des mesures d'interception lorsque l'on diagnostique des lésions précoces, de faire des recommandations, par exemple, liées à la consommation d'un verre d'eau plate après avoir consommé une boisson acide, de ne pas forcément se brosser les dents immédiatement après la mise en contact d'une boisson acide sur les dents. Et également, il existe aujourd'hui des produits spécifiques, des bains de bouche, des pâtes dentifrice qui sont plus spécifiquement destinés à limiter ces lésions érosives. Maintenant, pour ce qui concerne la partie purement traitement, elle concerne donc des pertes de substances dentaires déjà plus avancées. Et là, il faut penser à deux grandes orientations. D'une part, dans le domaine de la dentisterie restauratrice, toutes les procédures adhésives avec des composites en technique directe ou indirecte qui donnent aujourd'hui quand même beaucoup de satisfaction, même si leur longévité ne dépasse pas 7 ou 8 ans dans la plupart des cas. Néanmoins, on peut retraiter assez facilement. Et deuxième approche thérapeutique trop souvent négligée, c'est l'approche parodontale, notamment quand il s'agit de lésions cervicales. Une lésion détectée précocement peut assez facilement être éradiquée par une procédure de recouvrement parodontal, donc avec une petite chirurgie gingivale qui donne d'excellents résultats et qui évite toute autre forme d'intervention en dentisterie restauratrice. Existe-t-il d'autres moyens thérapeutiques? Quelles sont vos recommandations? Alors, dans les thérapeutiques, on a effectivement d'abord toujours, bien entendu, essayer de traiter le plus précocement et en particulier si on ne maîtrise pas les facteurs étiologiques. Il est certain que face à une patiente qui vomit plusieurs fois par jour, il est difficile de traiter, c'est presque une spécificité, de traiter des lésions sans supprimer les facteurs étiologiques. Lorsque l'on a un patient atteint de carie dentaire, on commence par lui enseigner l'hygiène alimentaire, l'hygiène par le brossage, et ensuite on va pouvoir traiter les caries pour éviter les récidives. Là, on est obligé de traiter, alors que la plupart du temps, ces facteurs étiologiques non seulement ne sont pas maîtrisés, mais qui sont amenés à durer. Donc la première constatation, c'est qu'il faut absolument préserver au maximum toutes les structures dentaires saines, notamment quand il s'agit de jeunes patients. Il faut penser que les traitements que l'on peut faire à l'âge de 18 ou 20 ans seront amenés à être encore conduits chez ces patients quand ils auront 50, 60, 70 ans, et donc toujours préserver au maximum le capital de tissu dentaire initial. La deuxième chose, c'est qu'il faut instaurer un suivi thérapeutique et bien entendu, en l'absence de suppression de ces facteurs étiologiques, il est capital de suivre ces patients très régulièrement pour évaluer la dégradation des restaurations qui ne manquera pas d'arriver et donc d'estimer si on doit réintervenir à un moment donné et ne pas attendre. D'une façon plus générale, au niveau des techniques adhésives, on est face à des tissus dentaires
qui sont, on va dire, mordancés en permanence, puisque l'érosion est une attaque acide. Et il est vrai que lorsque l'on peut utiliser tout type de système adhésif si la lésion est limitée à l'émail, par contre, lorsqu'elle s'intéresse à la dentine, et en particulier avec des expositions dentinaires très importantes sur un nombre de dents également très important, je recommande plus particulièrement des systèmes automordançants qui ont l'avantage énorme dans ce cas de figure d'éviter toute douleur post-opératoire, toute sensibilité, ce qui est particulièrement important dans ce cadre clinique. Autrement, si on se réfère aux matériaux de restauration, eh bien, on peut utiliser des composites de laboratoire si on utilise des techniques indirectes. Et si on est dans une configuration de technique directe, eh bien, les composites nous ont largement montré qu'il était possible, avec des techniques de stratification, différentes opacités, différentes teintes, d'obtenir de très bons résultats esthétiques. Et il est certain que pour tous ces patients, l'aspect esthétique est non seulement un élément important d'appréciation du travail réalisé, mais peut également conduire à modifier les habitudes. Et en particulier, certaines patientes me disent elles-mêmes « il faut que je fasse attention au niveau des vomissements ou au niveau de ma consommation de soda parce que je ne voudrais pas dégrader le travail que vous venez de réaliser ». C'est donc à la fois un élément qui va permettre d'améliorer un petit peu l'estime de soi et qui va aussi aider à supprimer ou au moins limiter dans un certain nombre de cas les facteurs étiologiques.